La poussière de la Méditerranée s'élevait en colonne quand les légions romaines marchaient sur la route. Le fer fondait au soleil, la peau sur les épaules se craquelait, les lèvres étaient en sang. Et tout cela pourquoi ? Pour des grains blancs, pour lesquels les gens mouraient plus souvent que pour l'or. Pourquoi le sel, la plus simple des substances terrestres, décidait-il du destin d'armées entières ? Pourquoi le légionnaire de Rome la considérait-il non moins précieuse qu'une épée ? Et qu'est-ce qui en faisait le symbole de la vie elle-même ? La réponse est cachée dans le mot d'où est venu le salaire moderne. Les historiens ont écrit que déjà à l'époque de la République, bien avant l'apparition des empereurs, une partie de la solde des soldats était versée non pas en monnaie, mais en sel. C'est ainsi qu'est apparu le terme salarium, du latin sal, sel. Ce n'était pas seulement un produit, mais un moyen de survie, une mesure du travail et un indicateur de statut. Sans sel, les guerriers perdaient non seulement le goût de la nourriture, mais aussi leur force, car ils retenaient l'humidité dans le corps et les sauvaient de la déshydratation lors des chaudes campagnes d'Afrique du Nord et de Syrie. Dans les sources romaines de Tacite et Pline, il est mentionné que les soldats pouvaient recevoir jusqu'à la moitié de leur solde mensuel en sel. Pour beaucoup, elle signifiait plus que l'argent. Les monnaies pouvaient être perdues, mais sans sel, on mourait. Le sel est le sang de la terre, disaient les légionnaires. Ils blanchissaient sur leur peau quand la sueur se transformait en croûte sur le bronze et le casque, rappelant « chaque cristal vaut une goutte de sueur versée sous le soleil ». Cette poudre blanche était une arme stratégique. Quand Rome menait des sièges, les salines étaient prises en premier lieu. La perte d'une source de sel était considérée comme une catastrophe, comparable à la destruction d'une garnison entière. Les archéologues à Ostie et Pompéi ont trouvé les vestiges d'entrepôts où étaient stockés des dizaines d'amphores de sel, gardés aussi strictement que le trésor. C'est pourquoi le mot salarium est devenu un symbole de stabilité et de pouvoir. Rome comprenait, celui qui contrôle le sel contrôle l'armée et donc l'empire. Car sans soldats capables de marcher sous le soleil, il n'y aurait eu ni route, ni aqueduc, ni Rome elle-même. Le sel nourrissait les muscles, aiguisait le goût de la vie et de la discipline. Chaque gramme comme une goutte de pouvoir. Quand une légion partait en campagne, le sel la précédait. Dans les sacs des convois, dans la conscience des guerriers, dans le souffle même de l'Empire. Il était un commandant invisible qui décidait qui survivrait à la bataille et qui tomberait dans le désert avant même le premier coup d'épée. Et dans cet équilibre fragile entre le sel et la mort est cachée la clé de la manière dont un empire a pu soumettre le monde. Car Rome ne conquérait pas seulement par l'épée, elle détenait le pouvoir par le sel. Mais pour comprendre comment elle sauvait les armées au bord de la destruction, il faut se pencher sur les campagnes, où chaque pas sur la terre brûlée coûtait plus cher que l'or. Le soleil de midi frappait impitoyablement le bronze, la chaleur tourbillonnait au-dessus du désert, et de l'horizon parvenait l'odeur de la sueur, du fer et du cuir. Les légions romaines marchaient à travers l'Afrique du Nord. Leurs pas, selon l'historien Polybe, résonnaient comme un tambour de guerre, régulier, assuré, sans interruption. Chaque légionnaire portait sur lui environ 30 kg. Armure, épée, bouclier, lance, ration journalière, gourde d'eau et un petit sac de grains blancs qui signifiait la vie. Ces grains étaient du sel, le véritable carburant de l'Empire. L'organisation militaire de Rome impressionnait même les ennemis. Un soldat sur 10 était responsable de l'approvisionnement en eau et en sel. Sans cela, la légion ne bougeait pas d'un pouce. Ces guerriers étaient appelés quaestores, des intendants, responsables des provisions et de la solde. Leur rôle rappelait celui des officiers de logistique modernes. Ils ne combattaient pas en première ligne, mais c'est d'eux que dépendait la capacité de l'armée à marcher le lendemain. Les chroniques rapportent que la perte de sel en chemin était considérée comme une catastrophe militaire. La chaleur transformait la terre sous leurs pieds en une poêle brûlante. La sueur coulait sur les visages et l'armure collait au corps. La ration romaine comprenait de la viande séchée, des céréales, de l'huile d'olive et un peu de vin. Mais sans sel, tout cela devenait inutile. Les muscles se contractaient par des crampes, le corps perdait son humidité, la conscience s'obscurcissait. Les archéologues ont trouvé sur les lieux de campement des vestiges de récipients en argile contenant du sel, scellés à la cire pour qu'ils ne se dissolvent pas à cause de l'humidité, la réserve de vie du soldat. Quand les légions se déplaçaient vers l'Est, en Syrie, en Palestine, en Arménie, la chaleur et les maladies décimaient les rangs non moins que les épées. Tite Live écrivait qu'un seul convoi de sel perdu pouvait coûter une cohorte entière. Les cohortes étaient des unités de combat de 500 soldats. Sans sel, la mort par épuisement et déshydratation les attendait, car les guerriers perdaient leur humidité plus vite qu'ils ne pouvaient la reconstituer avec de l'eau. Alors, l'improvisation entrait en jeu. Le sel était extrait de sources salées, l'eau de mer était bouillie, et le dépôt blanc était raclé des rochers.
De ces cristaux, on faisait non seulement un additif alimentaire, mais aussi un médicament. Le sel était appliqué sur les plaies pour prévenir l'infection, on s'en avait les yeux quand le sable les brûlait avec le vent. Il brûlait, mais il sauvait. Chaque légionnaire portait dans sa loculus, un sac de marche, un petit sac de sel, comme symbole de salut personnel. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était un rituel. Avant le combat, après avoir mélangé le sel avec du pain, les guerriers prononçaient des mots adressés à Mars. Protège le goût de la vie. Même au moment où la mort se tenait à leur côté, ils sentaient le goût du sel, le goût de Rome. Mais derrière ces rituels se cachait une économie impitoyable. Le sel coûtait cher. Sa livraison à travers les Alpes et le Sahara coûtait des sommes énormes à l'Empire. Selon diverses sources, une tonne de sel valait autant qu'un esclave de qualification moyenne. C'est pourquoi Rome construisait des routes entières, les Via Salaria, les routes du sel, par lesquelles les convois transportaient cette marchandise stratégique. Les vestiges de ces routes subsistent encore aujourd'hui, et les archéologues y trouvent des ossements de mulets et des boucles métalliques, des traces de convois péris de la chaleur. Rome comprenait, perdre de l'or était désagréable, perdre du sel était mortel. C'est pourquoi la garde des routes du sel était confiée aux meilleurs, les centurions. Un centurion était un officier qui commandait environ 100 soldats. Leur tâche n'était pas seulement de garder les convois, mais aussi de veiller à ce que personne ne vole le sel de ses propres rangs. Le vol de sel était considéré comme une trahison. Les coupables étaient punis publiquement, par des coups de fouet, parfois par la mort. Car du fait de leur acte dépendait le destin d'une légion entière. Le sel devint la monnaie invisible de l'Empire. Avec elle, on pouvait acheter le pardon, le pouvoir, la vie. Quand les soldats recevaient leur salarium, ils savaient, chaque poignée n'était pas seulement une paye, mais la confiance de Rome. La poudre blanche maintenait l'ordre mieux que la peur de l'épée. Car celui qui était privé de sel était privé de force, de statut et de la possibilité même d'être romain. Mais il y eut des moments où même Rome ne pouvait pas garder le sel sous contrôle. Quand le désert où l'ennemi coupait les routes, commençait ce que les historiens appelaient la famine de sel. Alors, l'armée se transformait en l'ombre d'elle-même. Et pour comprendre comment cette crise invisible faillit détruire la plus grande armée du monde, il faut voir comment un jour, le sel devint une arme contre Rome elle-même. Le fracas des sabots, les cris des mulets, l'odeur du tuir en décomposition, ainsi commençait la catastrophe que les contemporains appelaient la famine de sel. C'était un ennemi invisible, lent, impitoyable, sans épée, sans flèche. Il tuait non pas au combat, mais dans le silence de la marche, quand les jambes s'en mêlaient de faiblesse et que les yeux se troublaient de chaleur. Tout commença sous le règne de l'empereur Hadrien, lorsque les troupes romaines s'enfoncèrent en Afrique du Nord, tentant de soumettre les tribus garamantes. Les tempêtes de sable coupèrent les voies d'approvisionnement, et les convois de sel disparurent dans les mers de sable. Les historiens divergent sur le nombre exact de légionnaires qui périrent alors. Mais même selon les estimations les plus prudentes, des milliers. Polybe écrivit que les pertes étaient pires qu'une défaite au combat. Sans sel, les guerriers perdaient de l'eau plus vite qu'ils ne pouvaient en boire. Des crampes, des hallucinations, des hémorragies internes apparaissaient. La légion se transformait en une caravane mourante. L'un des camps archéologiques découverts près de l'oasis de Ghadamès a fourni des preuves de cette tragédie. Les archéologues ont trouvé des foyers carbonisés et des récipients en céramique qui auraient dû contenir des réserves de sel. Ils étaient vides. Au lieu des cristaux blancs, du sable qui avait enseveli la vie. À côté, les restes de dizaines de mulets tombaient d'épuisement. Tout indiquait la même chose, les convois n'étaient pas arrivés. C'est alors que les Romains comprirent que le sel n'était pas seulement de la nourriture, mais une ressource stratégique égale au fer et aux céréales. L'absence de sel transformait la légion en une foule. Pour prévenir de nouvelles tragédies, Rome commença à renforcer son réseau d'entrepôts et de postes le long des routes commerciales. Ces entrepôts étaient appelés aurea salis, dépôts de sel. Ils étaient espacés d'une journée de marche les uns des autres. Ils étaient gardés par des préfets, des officiers nommés personnellement par le légat. Le préfet n'était pas seulement un chef d'entrepôt, il était responsable de la vie de milliers de personnes. Le sel devint un instrument de pouvoir. Il était stocké comme une arme et utilisé comme moyen de punition. Lors de mutineries ou de trahisons, l'Empire imposait une sanction appelée interdictio salis, interdiction de sel. La ville qui osait lever la main contre Rome était privée d'approvisionnement en sel. Cela ne signifiait pas seulement un coût économique, c'était une sentence. Sans sel, les maladies commençaient, la viande pourrissait, les alliances se désintégraient. Même les riches patriciens imploraient le pardon juste pour retrouver les cristaux blancs dans leurs amphores.
Plutarque écrivait qu'après la révolte en Numidie, des familles entières vendaient leurs enfants pour acheter un sac de sel. C'est à quel point Rome l'avait profondément intégré dans l'économie des territoires conquis. Le sel cessa d'être un simple minéral, il devint un symbole de soumission. Même les traités de paix étaient conclus avec un rituel, les parties trempaient du pain dans du sel en signe de fidélité éternelle. Cette tradition a traversé les siècles, d'elle est née l'expression « manger un boisseau de sel avec quelqu'un », ce qui signifie partager avec une personne des épreuves et de la confiance. Ainsi, le sel s'est transformé en un langage par lequel Rome parlait au monde. Mais derrière cet éclat se cachait une dure réalité, ceux qui contrôlaient le sel contrôlaient aussi la vie. Pour éviter de nouvelles défaillances d'approvisionnement, Rome créa des troupes spéciales pour la garde des routes du sel. Elles étaient appelées cohortes salinariae, cohortes salinaires. Ces unités ne participaient pas aux batailles, mais leur service n'était pas moins dangereux. Elles accompagnaient les convois à travers les montagnes, les marais, les déserts. Leurs ennemis n'étaient pas seulement les brigands, mais aussi la nature elle-même. Les pluies dissolvaient le sel, la chaleur le faisait fondre. Chaque sac devait être protégé comme une relique sacrée. Même au moment où la mort se tenait à leur côté, ils sentaient le goût du sel, le goût de Rome. Mais derrière ces rituels se cachait une économie impitoyable. Le sel coûtait cher. Sa livraison à travers les Alpes et le Sahara coûtait des sommes énormes à l'Empire. Selon diverses sources, une tonne de sel valait autant qu'un esclave de qualification moyenne. C'est pourquoi Rome construisait des routes entières, les Via Salaria, les routes du sel, par lesquelles les convois transportaient cette marchandise stratégique. Les vestiges de ces routes subsistent encore aujourd'hui, et les archéologues y trouvent des ossements de mulets et des boucles métalliques, des traces de convois péris de la chaleur. Rome comprenait, perdre de l'or était désagréable, perdre du sel était mortel. C'est pourquoi la garde des routes du sel était confiée aux meilleurs, les centurions. Un centurion était un officier qui commandait environ 100 soldats. Leur tâche n'était pas seulement de garder les convois, mais aussi de veiller à ce que personne ne vole le sel de ses propres rangs. Le vol de sel était considéré comme une trahison. Les coupables étaient punis publiquement, par des coups de fouet, parfois par la mort. Car du fait de leur acte dépendait le destin d'une légion entière. Le sel devint la monnaie invisible de l'Empire. Avec elle, on pouvait acheter le pardon, le pouvoir, la vie. Quand les soldats recevaient leur salarium, ils savaient, chaque poignée n'était pas seulement une paye, mais la confiance de Rome. La poudre blanche maintenait l'ordre mieux que la peur de l'épée. Car celui qui était privé de sel était privé de force, de statut et de la possibilité même d'être romain. Mais il y eut des moments où même Rome ne pouvait pas garder le sel sous contrôle, quand le désert, où l'ennemi coupait les routes, commençait ce que les historiens appelaient la famine de sel. Alors l'armée se transformait en l'ombre d'elle-même. Et pour comprendre comment cette crise invisible faillit détruire la plus grande armée du monde, il faut voir comment un jour le sel devint une arme contre Rome elle-même. Le fracas des sabots, les cris des mulets, l'odeur du puits en décomposition, ainsi commençait la catastrophe que les contemporains appelaient la famine de sel. C'était un ennemi invisible, lent, impitoyable, sans épée, sans flèche. Il tuait non pas au combat, mais dans le silence de la marche, quand les jambes s'emmêlaient de faiblesse et que les yeux se troublaient de chaleur. Tout commença sous le règne de l'empereur Hadrien, lorsque les troupes romaines s'enfoncèrent en Afrique du Nord, tentant de soumettre les tribus garamantes. Les tempêtes de sable coupèrent les voies d'approvisionnement et les convois de sel disparurent dans les mers de sable. Les historiens divergent sur le nombre exact de légionnaires qui périrent alors, mais même selon les estimations les plus prudentes, des milliers. Polybe écrivit que les pertes étaient pires qu'une défaite au combat. Sans sel, les guerriers perdaient de l'eau plus vite qu'ils ne pouvaient en boire. Des crampes, des hallucinations, des hémorragies internes apparaissaient. La légion se transformait en une caravane mourante. L'un des camps archéologiques découverts près de l'oasis de Gadamès a fourni des preuves de cette tragédie. Les archéologues ont trouvé des foyers carbonisés et des récipients en céramique qui auraient dû contenir des réserves de sel. Ils étaient vides. Au lieu des cristaux blancs, du sable, qui avait enseveli la vie. À côté, les restes de dizaines de mulets, tombés d'épuisement. Tout indiquait la même chose, les convois n'étaient pas arrivés. C'est alors que les Romains comprirent que le sel n'était pas seulement de la nourriture, mais une ressource stratégique, égale au fer et aux céréales. L'absence de sel transformait la légion en une foule. Pour prévenir de nouvelles tragédies, Rome commença à renforcer son réseau d'entrepôts et de postes le long des routes commerciales. Ces entrepôts étaient appelés aurea salis, dépôts de sel. Ils étaient espacés d'une journée de marche les uns des autres. Ils étaient gardés par des préfets, des officiers nommés personnellement par le légat. Le préfet n'était pas seulement un chef d'entrepôt, il était responsable de la vie de milliers de personnes.
Le sel devint un instrument de pouvoir. Il était stocké comme une arme et utilisé comme moyen de punition. Lors de mutineries ou de trahisons, l'Empire imposait une sanction appelée interdictio salis, interdiction de sel. La ville qui osait lever la main contre Rome était privée d'approvisionnement en sel. Cela ne signifiait pas seulement un coût économique, c'était une sentence. Sans sel, les maladies commençaient, la viande pourrissait, les alliances se désintégraient. Même les riches patriciens imploraient le pardon, juste pour retrouver les cristaux blancs dans leurs amphores. Plutarque écrivait qu'après la révolte en Numidie, des familles entières vendaient leurs enfants pour acheter un sac de sel. C'est à quel point Rome l'avait profondément intégré dans l'économie des territoires conquis. Le sel cessa d'être un simple minéral, il devint un symbole de soumission. Même les traités de paix étaient conclus avec un rituel. Les parties trempaient du pain dans du sel, en signe de fidélité éternelle. Cette tradition a traversé les siècles. D'elle est née l'expression « manger un boisseau de sel avec quelqu'un », ce qui signifie partager avec une personne des épreuves et de la confiance. Ainsi, le sel s'est transformé en un langage par lequel Rome parlait au monde. Mais derrière cet éclat se cachait une dure réalité. Ceux qui contrôlaient le sel contrôlaient aussi la vie. Pour éviter de nouvelles défaillances d'approvisionnement, Rome créa des troupes spéciales pour la garde des routes du sel. Elles étaient appelées cohortes salinariae, cohortes salinaires. Ces unités ne participaient pas aux batailles, mais leur service n'était pas moins dangereux. Elles accompagnaient les convois à travers les montagnes, les marais, les déserts. Leurs ennemis n'étaient pas seulement les brigands, mais aussi la nature elle-même. Les pluies dissolvaient le sel. La chaleur le faisait fondre. Chaque sac devait être protégé comme une relique sacrée. Un centurion, dont le nom figure sur une inscription en Campanie, a laissé une ligne simple, mais terrible. « Nous sommes morts pour que d'autres ne meurent pas du sel ». Ces mots sont gravés sur une dalle de pierre, trouvée à l'emplacement d'un ancien poste sur la Via Salaria. Les archéologues estiment que c'est le seul témoignage de la perte d'une cohorte salinière, entièrement anéantie en chemin. Mais c'est précisément après ces événements que Rome comprit « le sel est le sang de l'Empire, et le perdre signifie perdre le pouvoir ». C'est pourquoi les empereurs commencèrent à construire de nouvelles routes, des ponts, et même des villes autour des sources de sel. La ville d'Ostie, port à l'embouchure du Tibre, devint le principal centre d'approvisionnement en sel. De là, le sel était acheminé vers toutes les légions, sur tous les fronts. Cependant, le prix de ce pouvoir blanc était terrible. Pour chaque amphore de sel, on payait non seulement en or, mais aussi par la vie des esclaves, des mulets et des soldats. Et plus l'Empire s'étendait, plus il était difficile de maintenir ce flux. Car plus Rome possédait, plus elle dépendait du sel. Or la dépendance est toujours une faiblesse. C'est précisément cette faiblesse qui deviendra un jour une arme contre l'Empire lui-même. Dès le début du IIIe siècle de notre ère, des nuages s'amoncelaient sur Rome. L'Empire craquait sous le poids de ses propres victoires. Des centaines de milliers de soldats se tenaient aux frontières, du Rhin à l'Euphrate, et tous avaient besoin de sel. Sans elle, la discipline militaire s'effondrait, les corps s'affaiblissaient, le moral chutait. Mais les routes commerciales, autrefois fiables, étaient désormais infestées de tribus rebelles, de pillards et de déserteurs. Même la puissante Via Salaria n'était plus sûre. Et pour la première fois depuis des siècles, les cristaux blancs, symboles d'ordre et de pouvoir, devinrent une cause de chaos. Pline le Jeune écrivait que pendant les années de crise, les convois de sel se firent rares, et les légions du Nord furent contraintes de saler la viande avec de l'eau de mer. Cela les sauvait de la faim, mais pas de la maladie. Sans sel pur, les guerriers perdaient leur force. Les chroniques mentionnent que lors d'une campagne contre les Germains, une légion, sous le commandement du légat Valérien, perdit la moitié de ses effectifs sans un seul combat. Les corps se décomposaient d'infections, les plaies ne guérissaient pas. Tout cela à cause du manque de sel, qui servait à se laver et à se nourrir. À cette époque, dans l'ombre du déclin économique, des spéculateurs émergèrent. Le sel devint une arme de profit. De riches propriétaires terriens rachetaient ces stocks et les vendaient à l'armée à prix d'or. En réponse, l'Empire instaura un contrôle strict. Un nouvel impôt apparut, le vectigal salis, qui taxait chaque amphore. L'impôt était collecté par des fonctionnaires spéciaux, les praefecti salinarum. Ils avaient un pouvoir immense et en abusaient souvent. Le sel, devenu source de la force de Rome, se transforma en source de corruption. Un auteur antique écrivait « Là où le sel s'épuise, l'ordre s'éteint ». Et ces mots se sont avérés prophétiques. Quand des révoltes éclatèrent dans les provinces, la première étape des rebelles fut de s'emparer des entrepôts de sel. En Afrique, dans la ville de Leptis Magna, les insurgés ont déversé les stocks de sel dans le port pour paralyser les approvisionnements. Ce fut un acte de désespoir et de défi, un meurtre symbolique de l'Empire. Rome répondit avec cruauté.
l'empereur Dioclétien, rétablissant l'ordre, promulgua un édit selon lequel le vol de sel était assimilé à la trahison d'État. Les criminels étaient punis de mort par crucifixion. Mais même cette horreur ne rétablit pas l'ordre. Le sel s'échappait de nouveau, dans le sable, sur le marché noir, vers les ennemis. Pour conserver le pouvoir, Rome tenta de transformer le sel en instrument de contrôle étatique. Des entrepôts militaires spéciaux, gérés par des garnisons, furent créés. Les guerriers recommencèrent à être payés en partie avec du sel, l'ancien salarium revint, comme un rappel des temps de la République. Ce fut un pas de désespoir, mais aussi un symbole d'espoir. C'est alors que ressuscita un ancien rituel. Avant le serment de fidélité, les soldats mangeaient du pain avec du sel. Ce simple geste signifiait une alliance avec l'Empire, la confiance, un devoir sacré. Même lorsque les monnaies se dépréciaient, le sel restait une monnaie solide. Il y avait en elle quelque chose d'immuable, de presque divin. Elle n'obéissait pas au marché, seulement à la nature et au temps. Mais la nature se vengeait. Les eaux de la mer Méditerranée reculaient, les salines s'épuisaient, et l'Empire se tournait de plus en plus vers les terres conquises, exploitant leurs ressources. En Gaule, en Bretagne, en Espagne, partout où l'on extrayait du sel, les garnisons romaines se heurtaient à des révoltes locales. Les gens ne voulaient pas céder l'or blanc. Pour eux, il était devenu un symbole d'asservissement. Les archéologues en Gaule ont trouvé une inscription sur le mur d'un ancien entrepôt « Le sel est le sang de l'Empire, et nous en sommes les esclaves ». Ces mots, gravés au couteau sur la pierre, un cri de l'époque. Car le sel coulait réellement dans les veines de Rome, mais plus l'Empire le buvait, plus la faim approchait rapidement. Quand le IVe siècle arriva, Rome devint dépendante des approvisionnements en sel des provinces lointaines. Toute perte de route signifiait une catastrophe. Les Goths, les Vandales et les Sarmates le comprirent rapidement. Ils n'attaquaient pas toujours de front. Ils bloquaient les routes, brûlaient les entrepôts, coulaient les convois. Ils ne combattaient pas avec l'épée, ils combattaient avec le sel. Il existe des témoignages selon lesquels en 410, lors de l'invasion d'Alaric, les entrepôts de sel aux abords de Rome furent parmi les premières cibles. Sans sel, les maladies commencèrent dans les garnisons et les soldats, faibles et désespérés, ne purent tenir les murs. Peut-être fut-ce la première fois que l'Empire tomba non pas par l'épée, mais par un cristal. Mais même à ce moment, quand Rome brûlait, le sel ne disparut pas. Les gens continuaient de le conserver, de l'échanger, de le cacher. Pour eux, il restait un symbole de vie. Quand tout s'effondrait, seul le sel rappelait l'ordre. Que jadis l'Empire pouvait mesurer sa puissance non par l'or, mais par les cristaux blancs qui sauvaient les soldats et construisaient les routes. Ainsi, l'Empire romain atteignit sa limite, affaibli mais toujours fier. Et bien que les épées des ennemis résonnassent déjà aux portes, le souvenir du sel, de ce qui soutenait l'armée, le peuple et la foi, perdurait. Car tant que les gens se souvenaient de son goût, ils se souvenaient de ce que signifiait être romain. Mais le plus étonnant, le sel survécut à l'Empire, et dans la manière dont il perdura après Rome, dont il devint une partie de la Nouvelle Europe, réside le dernier paradoxe de cette histoire. Car ce qui sauvait les légionnaires de la mort, des siècles plus tard, sauva aussi la civilisation elle-même. Quand l'Empire romain d'Occident tomba en 476, beaucoup pensèrent qu'avec sa disparition s'effacerait aussi le souvenir de tout ce qu'il avait créé. Mais le sel demeura. Il, étrangement, survécut aux légions, aux temples et même à la langue. Car ce qui commença comme la solde d'un soldat devint la base de la nouvelle économie de l'Europe. Le sel, un héritage que Rome laissa au monde sans ériger ni colonne ni monument. Après la chute de l'Empire, les routes par lesquelles des convois de cristaux blancs avaient circulé pendant des siècles ne se vidèrent pas. Elles étaient toujours appelées Via Salaria, et sur elles se déplaçaient désormais non pas des légions, mais des marchands, des moines, des paysans. Les découvertes archéologiques montrent que même des siècles plus tard, des entrepôts du même type de maçonnerie continuaient d'exister aux mêmes endroits. Le système, construit par les Romains, s'avéra si bien conçu qu'il survécut à ses créateurs. Au début du Moyen-Âge, le sel devint le fondement d'un nouveau pouvoir. Les villes, nées sur les ruines des dépôts de sel romains, Ostie, Marseille, Gênes, se transformèrent en centres commerciaux. Ce qui était autrefois une logistique militaire devint un empire commercial. Les gens qui contrôlaient le sel possédaient la richesse. Cette force était aussi absolue que l'était jadis le pouvoir des centurions sur la légion. C'est alors que naquit un nouveau mot, le salaire, héritier direct du salarium romain. Il se répandit dans toute l'Europe, conservant son essence. Le travail doit être rémunéré par ce qui soutient la vie. Même quand l'argent remplaça le sel dans les bourses, l'idée demeura la même. L'argent n'est qu'une autre forme du cristal blanc, symbole d'énergie, de survie, de pouvoir. Le sel entra aussi dans les rituels de la nouvelle époque. Les moines chrétiens l'appelaient « don de Dieu », l'utilisaient pour la consécration de l'eau, pour la protection des habitations.
Dans les chroniques des monastères du 8e siècle, il est écrit « Qui conserve le sel, conserve la vie ». Cela résonnait comme un écho de la vieille Rome, mais cette fois sous une autre lumière. Mais peut-être le plus important héritage du sel réside dans le souvenir de la façon dont il unissait les gens. De tous les éléments par lesquels Rome gouvernait le monde, le sel était le plus humain. Il exigeait du travail, de la discipline, de la patience. On ne pouvait pas le falsifier, on ne pouvait pas l'obtenir sans sueur. Et il y avait là sa propre justice. Le sel unissait les riches et les pauvres, le soldat et le commerçant, l'empereur et le paysan. Tous dépendaient d'un seul goût. Quand les archéologues trouvent d'anciennes amphores de sel avec les marques des légions, à l'intérieur, ce sont les mêmes cristaux qu'il y a 2000 ans. Ils n'ont pas changé. Et, en les regardant, il est difficile de ne pas ressentir un étrange respect. Car ces cristaux ont vu comment la plus grande puissance du monde s'est construite et s'est effondrée. Le sel fut le dernier témoin de l'Empire. Quand le pouvoir tomba, quand les aigles et les étendards disparurent, il resta couché dans la terre, pur, éternel, incorruptible. Et, peut-être, c'est précisément en cela que réside la plus grande leçon de Rome. Tout l'or du monde ne survivra pas à ce qui donne la vie. Mais l'histoire du sel ne s'est pas terminée avec la chute de l'Empire. Au contraire, à partir de ce moment, il entamera un nouveau chemin qui a changé tout le continent. Les routes blanches par lesquelles marchaient les légions devinrent les artères de l'Europe médiévale, et les anciens entrepôts de sel, la base des premières cités-États. Rome tomba, mais son sel continua de couler dans les veines de l'histoire. Et il y a là un symbole particulier. La force de l'Empire disparut, mais la force de la vie demeura. Et c'est précisément elle qui nous mènera au secret final de cette histoire, celui de la façon dont le sel, ayant commencé comme une paye pour le sang et le travail, devint un symbole de la résilience humaine. Le goût du sel, c'est le goût de la vie elle-même. Il était connu des légionnaires marchant dans le désert, des moines conservant des amphores dans les caves monastiques, et des gens vivant aujourd'hui, ne se doutant même pas que chaque mot « salaire » est un écho de l'ancien « salarium ». Dans ce mot vit encore le souffle de Rome, le rythme de ses pas, le cliquetis du métal, le crépitement des feux de camp et le goût de la sueur sur les lèvres des soldats. Le sel n'est pas seulement devenu un symbole du travail, il est devenu un symbole de l'esprit humain endurant, de ce qui nous rend vivants. Quand nous disons aujourd'hui que l'homme vaut son pain et son sel, nous répétons une formule que les légions connaissaient. Le sel, c'est l'énergie, l'ordre, la survie. Les Romains comprenaient. L'armée ne tient pas au cri du commandant, mais au goût du sel dans la bouche du soldat. Il ne permettait pas au corps de céder, ne laissait pas l'esprit s'éteindre. Il était ce qui reliait l'homme à la terre et à lui-même. Les archéologues découvrent encore des mines de sel où sont conservées les traces d'anciennes pioches, des empreintes de pieds nus, des murs noircis par les torches. Ces lieux sont des chroniques silencieuses, où il n'y a ni or ni marbre, mais de la sueur et du labeur. Le sel ne crie pas, mais il garde la vérité. Et dans cette vérité réside la force. Car les empires s'effondrent, mais ce qui donne la vie demeure. Les historiens estiment que c'est précisément le contrôle du sel qui a jeté les bases des premiers systèmes de taxation et de gouvernance étatique. De Rome, cette idée est passée à Byzance, et de là à l'Europe. Même l'économie moderne, où chaque effort a un prix, trouve ses racines là où le légionnaire recevait une poignée de sel et savait que c'était sa vie. Le sel sauvait les armées, mais il enseignait aussi l'humilité à l'Empire. Il rappelait que le pouvoir ne peut exister sans se soucier de l'homme. Quand les légions perdaient le sel, elles perdaient leur force. Quand l'Empire cessait de l'apprécier, il commençait à s'effondrer. Le cristal blanc s'avéra plus sage que les épées et les lois. Il montra, ce n'est pas le plus fort qui survit, mais celui qui sait préserver ce qui nourrit la vie. Et c'est pourquoi, quand nous lisons les chroniques de César ou de Tacite, où il est question de campagne, de victoires et de chutes, il est important de se souvenir, derrière chaque héros, derrière chaque bataille, se tenaient ceux qui portaient le sel. Sans eux, il n'y aurait eu ni carte, ni route, ni empire. Ces hommes anonymes, dont les mains sentaient la sueur et la mer, ont créé la base du monde dans lequel nous vivons. Rome est tombée, mais son sel est resté en nous. Il vit dans chaque effort, dans chaque goutte de sueur, dans chaque choix de ne pas abandonner quand c'est difficile. Le sel, c'est la mémoire de la résilience transformée en substance. C'est le souffle de tous ceux qui ont jadis marché sous le soleil brûlant, tenant dans la main une épée et un petit sac de grains blancs. Et, peut-être, quand nous ouvrons aujourd'hui la salière sur la table, nous répétons le même geste antique. Nous touchons à l'histoire, non pas monumentale, non pas héroïque, mais humaine. Une histoire où la force se mesurait non par l'or, mais par l'endurance, où le pouvoir naissait non de la peur, mais du respect de ce qui nourrit la vie. Et maintenant, ayant appris que Rome tenait non par l'épée, mais par le sel, il convient de se demander, pourrions-nous vivre ne serait-ce qu'un jour dans ce monde où chaque poignée de sel signifiait le salut, où le prix du travail se mesurait non par des monnaies,
mais par la sueur et la fidélité. C'est peut-être précisément cela qui fait de nous les héritiers de ceux qui marchaient sur les routes de la Via Salaria, non pas des héros, mais des hommes pour qui la vie valait le goût du sel. Le sel est plus précieux que l'or, non pas parce qu'il est plus difficile à extraire, mais parce que sans lui, l'or ne signifie rien. C'est là la dernière vérité de Rome qui a traversé les siècles. Le goût du sel, le goût de la force, de la fidélité et de la mémoire. Et tant que l'homme se souvient de ce goût, tant qu'il est capable de travailler, d'endurer et de préserver, en lui vit Rome.